Conseil de stabilité financière qui regroupe les grands régulateurs bancaires a mis à jour sa liste des banques dont la faillite pourrait potentiellement mettre en danger le système financier. Explication avec Raphaël Legendre de l'Opinion. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Alors, une banque systémique, si elle fait défaut, peut potentiellement mettre en grand péril, en grand danger le système financier. C'est ça, une banque systémique. C'est ce qu'on appelle exactement une banque systémique. Vous savez, on a testé En réel, en 2008. c'était en 2008, c'était la crise des subprimes. La banque systémique de l'époque, elle s'appelait Lehman Brothers. Elle n'existe plus aujourd'hui. C'est une banque que le régulateur américain a décidé de laisser faire faillite pour laisser jouer l'aléa moral. Le bilan de Lehman Brothers à l'époque, c'était 700 milliards de dollars. 700 milliards de dollars qui ont suffi à mettre une pagaille mondiale, ce qui a provoqué 10 ans de croissance zéro en Europe, par exemple. Par la suite, là, on va parler de la dernière livrée du régulateur international, mais on va voir qu'on est sur des niveaux très supérieurs à ces 700 milliards de dollars de l'époque. C'est qui ce Conseil de stabilité financière? Alors, il a été mis en place justement en 2009 par le G20 suite à la crise des subprimes. Les leaders politiques de la planète se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans leur banque, dans le système financier. Le système financier qui est celui qui irrigue l'économie mondiale. C'est la sève qui coule dans les entreprises. Les banques, c'est le financement des entreprises, d'abord et avant tout. Ces produits toxiques, les CDO Square, etc., auxquels personne ne comprenait rien, étaient passés sous l'œil, y compris du régulateur. Et donc, à ce moment-là, le G20 se mobilise. C'était d'ailleurs au G20 de Cannes, à l'époque, la première fois, pour créer un conseil de la stabilité financière qui est une sorte de club de tous les régulateurs financiers de la planète pour regarder de beaucoup plus près ce qui se passe dans ces grandes entités financières. On joue à se faire peur ou pas? Ça sert à quoi d'imaginer des faillites hypothétiques? Voilà, on fait des hypothèses évidemment de banques. Non, c'est justement pour éviter de se faire peur, comme on s'est fait peur en 2008, qu'on fait ce qui s'appelle des stress tests, par exemple par les régulateurs, ou qu'on surveille de très près l'évolution de la taille de ces banques, comme le fait le Conseil de la stabilité financière. Si vous voulez, c'est un peu comme un exercice incendie. Ce que vous faites 2 fois par an à votre travail, vous avez la sonnerie, on s'entraîne à gérer cet incendie. Et bien là, on surveille que, le feu ne prend pas, et 2, vous avez depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, toute une régulation qui a été mise en place, qui va jusqu'à demander à ces banques de créer leur propre schéma de démantèlement le jour où elles n'iront pas bien. Bon, sur quels critères une banque on la considère comme étant systémique? Évidemment, c'est sa taille, la taille de son bilan, donc de ses engagements. D'abord et avant tout, c'est évidemment son bilan, bien sûr. On l'a vu, Lehman Brothers, 700 milliards de bilan à l'époque, c'était finalement pas grand-chose par rapport à la taille des mégabanques qu'on a aujourd'hui. C'est leur interconnexion aussi. Le problème de Lehman, c'est qu'elle était branchée sur toutes les banques de financement et d'investissement de la planète. C'était un acteur majeur de la BFI. Et donc, c'est le degré d'interconnexion. Si vous avez une petite caisse locale, que ce soit en France ou en Allemagne, une Sparkassen, ou une petite caisse locale en Italie, si elle reste très régionale, évidemment, elle aura beaucoup moins d'impact sur l'économie mondiale qu'un JP Morgan aujourd'hui ou BNP. Ouais. Donc le Conseil de stabilité financière qui classe en fait les banques en plusieurs catégories. Oui, alors il y a 4, effectivement, il y a même 5 degrés en fait, mais personne ne fait partie du 5e bucket, ils appellent ça les buckets. C'est en fonction de ces 3 niveaux de taille, d'abord le bilan, d'abord et avant tout le bilan, donc la taille de la banque, mais aussi l'interconnectivité et la géographie de ces banques. Vous rentrez dans le bucket 1, 2, 3 ou 4, voire 5 personnes est encore dans le 5. Et à chaque fois, le régulateur vous demande de rajouter une couche de ce qu'on appelle des coussins contracycliques. C'est-à-dire qu'au-delà de la réglementation qui est déjà en place pour les fonds propres
des banques. Il faut On vous rajouter. rajoute, si vous êtes une méga banque de rang 1, vous rajoutez 0,5 points de Capital en de plus. capital, de core equity, De fonds propres. tier 1, de fonds propres, tout simplement. 1% si vous êtes de rang 2, 1,5, 2. Ça peut aller jusqu'à 2,5-3% pour le rang 5, mais encore une fois, aucune banque n'a encore atteint ce stade-là. Donc en tout, il y a 30 banques systémiques dans le monde. 8 Et ça ne change pas, c'est assez stable depuis quelques années. 8 aux États-Unis, 9 en Chine, 4 au Royaume-Uni et 4 en France. 4 en France, on a les 4 principales, BNP, Société Générale, Crédit BPCE Agricole. et Crédit Agricole. Voilà, la plus grosse banque systémique du monde, c'est JP Morgan. Et oui, banque américaine, bien sûr, avec un bilan absolument colossal qui, elle, vient de monter d'un cran. Elle est passée au Buckets 4, au niveau 4 de ces mégabanques. JP Morgan qui, effectivement, est ressortie plutôt victorieuse de la crise, parce que tout ça est très choum-choum-pétaillant, de la crise de 2008. Évidemment, les plus gros ont racheté les plus faibles. En Europe, c'est BNP Paribas qui est sorti grand vainqueur de la crise en achetant opportunément le néerlandais Fortis, ce qui avait d'ailleurs rendu à l'époque, on s'en souvient peut-être pas, mais en 2010, la plus grande banque du monde par son bilan, c'était BNP Paribas. L'info avait un peu secoué à l'époque, c'est Bloomberg qui l'avait sorti, mais BNP Paribas, suite à l'achat de Fortis, était rentré dans ce petit club des plus grosses banques de la planète, et donc avec une surveillance accrue sur ses activités. BNP Paribas qui est donc la 4e banque la plus Oui. systémique au monde, derrière donc JP Morgan, Citigroup et HSBC avec une taille de bilan. On parlait de Lehman Brothers tout à l'heure qui était à 700 milliards de dollars. On est aujourd'hui, on est quasiment à 2500 milliards. C'est le PIB de la France, c'est assez simple. Je vous ai pris le chiffre. On est à 2488 milliards d'euros fin 2020. C'est absolument colossal, donc de bilan, d'engagement. C'est, je vous dis, l'équivalent du PIB de la France. Et on voit qu'on est très largement, on est quasiment 4 fois plus gros que il y a plus Lehman de capital, Brothers il y a plus de coussins de sécurité. Alors, c'est pas la situation, évidemment, n'a plus rien à voir. D'abord, Lehman Brothers était une pure banque d'affaires, pure banque de financement. BNP Paribas, c'est ce qu'on appelle une banque universelle qui joue sur 3 piliers, qui est la banque de détail, la BFI et les services financiers, qui s'ajustent les uns les autres. C'est un peu la puissance du modèle très français, assez peu américain, mais plutôt européen et très français, de la banque universelle, qui fait que quand les marchés vont pas très bien, c'est la banque de détail qui peut prendre le relais, la banque de détail qui est sur un marché mature et qui, donc, quand ça plafonne, peut être compensée par la croissance sur les activités de marché. Donc, évidemment, le risque n'est pas le même. La régulation a énormément évolué en 10 ans. C'est des dizaines et des dizaines de milliards d'euros de fonds propres en plus que les banques ont dû réserver comme matelas de sécurité. Qui d'ailleurs plombe un peu leur rentabilité puisque... Et du coup, cet argent ne peut pas évidemment être prêté. C'est tout l'enjeu des discussions autour de la réglementation de Bâle. On va passer sur les discussions techniques. Mais l'idée générale des régulateurs et des dirigeants politiques de la planète après la crise de 2008, c'est de dire il n'y avait pas assez de matelas de sécurité. Voilà. On multiplie par 3, par 4 ce matelas de sécurité. Le jour où il y a une paume, les banques pourront perdre. Mais évidemment, ces fonds propres, c'est d'autant moins de prêts de financement de l'économie derrière. Ce n'est pas très grave aux États-Unis où 70 à 80% des entreprises se financent sur le marché. C'est beaucoup plus impactant en Europe où c'est l'inverse. 70% du financement passe par l'intermédiation bancaire. Donc, dans cette liste, l'actualité de Conseil de stabilité financière, BNP Paribas est passé un cran au-dessus en matière un léger cran au-dessus en matière de risque systémique. Mais si son bilan a grossi depuis un an, c'est parce que c'est une banque, BNP Paribas, comme d'autres de la banque française, qui a fait des prêts garantis par l'État, qui a financé des entreprises qui en avaient besoin. Donc, c'est pas un mauvais procès qu'on en fait là? Bon, alors, d'abord, les conséquences ne vont pas être très graves. C'est vrai qu'au niveau réglementaire, il y a 0,5 points de plus de fonds propres qui devront être mis. En réalité... Pas tout de suite d'ailleurs. Et c'est en 2023, donc on n'est pas tout de suite. Mais en réalité, BNP y est déjà
aller très au-dessus des minima réglementaires d'ores et déjà. Il y a un benchmark de marché qui se fait autour de la planète qui en réalité est au-dessus. Donc ça n'a pas de conséquences. On a vu le titre n'a quasiment pas bougé d'ailleurs depuis hier en bourse. Mais c'est vrai qu'une des raisons, c'est effectivement les PGE. On pourrait s'interroger d'ailleurs sur la manière dont travaille le Conseil de la stabilité financière, parce que ces PGE, ils sont quand même garantis à 90% par l'État. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un risque très lourd sur l'activité de BNP Paribas, d'autant que la sinistralité est prévue, en tout cas on prévoit à Bercy une sinistralité assez faible sur ces PGE, lors de donc, il n'y a pas matière. 5%. Donc c'est pas, non, c'est franchement pas très grave. Mais c'est important de voir qu'en tout cas, aujourd'hui dans le monde, il y a une trentaine de banques, mais ça fait plusieurs années déjà, trentaine de banques systémiques, dont 4 banques françaises, mais avec encore une fois, une législation, une régulation qui a bien changé depuis. Ça n'a plus rien à voir, il faut être très clair, mais y compris du côté du marché et des investisseurs. En 2008, il y a des produits incompréhensibles qui circulaient. Tout le monde, c'était un peu la course à la rentabilité. Je me souviens de la banque d'affaires, par exemple, de la Société Générale, qui affichait à certains résultats trimestriels une rentabilité de près de 50%, ce qui est une rentabilité totalement démente. Ce qui n'est plus d'ailleurs aujourd'hui la réalité. Ce qui n'est plus tout à fait le cas, effectivement, aujourd'hui. Mais parce que les marchés couraient après ces rendements, tout le monde achetait ces produits qui se sont avérés toxiques au final. Très peu de financiers les comprenaient. En réalité, ce monde-là a vraiment changé. Suite à la crise de 2008, tout le monde s'est déleveragé, s'est désendetté, a cherché des produits beaucoup plus simples, beaucoup plus sûrs. Et encore une fois, on a multiplié par 3, par 4 ces coussins de sécurité de fonds propres au niveau des banques, qui fait qu'elles sont aujourd'hui beaucoup plus solides. Elles sont gigantesques. 2500, il faut se rendre compte, 2500 milliards de bilan pour BNP, c'est l'ère des géants, mais elles sont beaucoup plus surveillées et beaucoup plus sécurites, si je puis dire. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Ciao.